Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Marie Marvin a été une star du sport dans les années 1910. Plus de 3500 articles de presse français retracent ses exploits. La liste de ses gloires est si grande qu'on a même tendance à les surestimer. Marie a aussi contribué à l'éclosion de l'aviation sanitaire à l'aube de la Première Guerre mondiale. Sa petite histoire se mêle à la grande histoire et prouve que l'audace peut bousculer les mentalités. Ce sont ces aventures passionnantes et pleines de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Marie Marvin, la sportive la plus médaillée de France. Épisode 1. D'un père à sa fille. Nous sommes le 26 octobre 1909, quelque part au-dessus de la Manche. Marie Marvin, âgée de 34 ans, et le colonel Émile Garnier, un de ses amis, sont à bord du ballon libre baptisé l'Étoile filante. Ils n'avaient pas prévu de tenter une traversée de la Manche en montgolfière. Les vents sont généralement défavorables du continent vers l'Angleterre. Mais en arrivant au-dessus des côtes de la mer du Nord, près de la Hollande, Marie, grande connaisseuse des vents parce qu'elle fait de la voile et de l'aviation, les juge favorables. Elle demande à Émile Garnier s'il est d'accord pour tenter une traversée de la Manche. Celui-ci accepte. Marie et Émile s'emmitouflent dans leur fourrure et s'engagent vers un nouvel exploit aéronautique. Le ballon flotte à 2500 mètres d'altitude. L'air est froid et piquant. Alors que le ballon se trouve au-dessus des eaux, des flocons de neige commencent à fouetter le visage des 2 navigants. Les cordes commencent à geler et des aiguilles de glace se forment au bord de leur panier. Marie comprend que la tempête est proche. Pas d'autre choix que de l'affronter. Les bourrasques malmènent le ballon qui descend dangereusement au ras de l'eau. Marie décide de jeter du lest. Le panier du ballon frotte l'eau, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Marie tient le cap autant qu'elle peut. Si le panier prend l'eau, c'est la noyade assurée. Marie-Félicie Élisabeth Marvin naît à Aurillac, en Auvergne, le 20 février 1875. Son père, Félix Constant, est fonctionnaire des postes. C'est aussi un passionné d'activité physique à une époque où le sport et les bains de mer sont de tout nouveaux loisirs destinés à occuper le temps libre de la bourgeoisie et de l'embryon de la classe moyenne formée par la naissance d'écoles blancs, les hommes travaillant dans les administrations et les bureaux. La mère de Marie, Élisabeth, est une femme de son temps. Elle s'occupe de son intérieur et donne une progéniture à son époux. Elle met d'abord au monde 3 fils, Louis, Charles et Eugène, qui meurent tous en bas âge. Avant l'invention des vaccins et des progrès de l'hygiène au XXe siècle, le taux de mortalité des enfants est très élevé. Il est d'environ 22% dans les années 1860. Marie est la 4e enfant du couple et aussi la plus vigoureuse. 3 ans après sa naissance, un autre garçon suit. Il est baptisé Eugène, comme l'un de ses défunts frères. Sa santé est fragile. Félix est un père étonnamment moderne pour son époque. Il aime passer du temps avec ses enfants et transmettre sa passion du sport. Et la seule de ses rejetons avec qui il peut partager son goût du dépassement de soi, c'est Marie. On raconte même qu'il lui aurait appris à marcher et à nager en même temps. Dès l'âge de 4 ans, la fillette aurait été capable de nager plusieurs kilomètres dans les rivières autour d'Aurillac. Vérité ou légende? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que Marie aime le sport et qu'elle montre vite des dispositions exceptionnelles pour ça. Le père et la fille forment un duo inséparable. Félix initie sa fille à tous les sports comme l'escalade et même le billard, jeu déjà en vogue sous l'Ancien Régime et qui devient le jeu que l'on connaît aujourd'hui dans le courant du XIXe siècle. Marie devient naturellement une touche-à-tout et elle est bonne en tout. À 5 ans, Marie s'installe en Lorraine avec sa famille.
Sa mère est malade et veut se rapprocher de ses parents établis à Metz. Nous sommes en 1880 et à cette époque, la Lorraine, ce n'est pas la France. C'est dans une zone contrôlée par la Prusse que Marie Marvin grandit. Certes, on parle le français à la maison, mais elle apprend l'allemand à l'école. Elle est donc assurément bilingue. Selon certains journalistes ou auteurs qui se sont intéressés à elle, une fois adulte, elle parlerait 4, 5 ou même 7 langues. Je dirais qu'elle parlait avec certitude 3 langues, puisqu'il y a un consensus pour dire qu'elle maîtrisait l'espéranto. Pendant son enfance, Marie découvre les arts du cirque. Elle convainc son père de la laisser fréquenter le chapiteau de Théodore Rancy, où elle apprend le trapèze, la jonglerie et le fil, c'est-à-dire le funambulisme. Dans ce cirque, il y a aussi des chevaux, et Marie apprend à être écuyère. À cette époque, comme encore aujourd'hui, les chevaux de cirque galopent sur une piste de 13 mètres de diamètre, taille adaptée à la foulée des chevaux, et les circassiens reproduisent les figures des cavaliers militaires. Il faut être capable de grimper sur un cheval au galop, se tenir debout et faire des sauts sur son dos ou s'accrocher à son harnachement pour faire de la voltige. Encore une fois, Marie se montre aussi douée qu'intrépide. Marie a 14 ans quand sa mère meurt en 1889. C'est là qu'elle s'installe à Nancy avec son père et son frère Eugène, qui meurt lui aussi peu après. Désormais, le père et la fille sont fusionnels. À 15 ans, Marie étonne toute la ville en se promenant à bicyclette. La draisienne, l'ancêtre du vélo, date de 1817. Dans les années 1880, c'est une activité clairement masculine. Les rares femmes qui en font préfèrent les tricycles qui leur permettent de pédaler en jupe sur un siège situé entre les 2 roues arrière. À la fin du XIXe siècle, les femmes doivent demander des dispenses à la préfecture pour avoir le droit de porter un pantalon. La majorité d'entre elles n'a pas l'intention de déroger à la loi pour une question de confort, ça leur paraîtrait hors sujet dans leur mode de pensée. Marie, elle fait du vélo, du 2 roues, comme les hommes. Parfois, elle porte un pantalon par-dessus lequel elle met une jupe courte. Ça lui donne une drôle d'allure aux yeux des gens de son époque, une allure choquante. 15 ans, c'est aussi pour elle l'âge des premiers exploits pour lesquels son père l'entraîne personnellement. Il lui fait par exemple sillonner les rivières de la région en canoë. En 1899, nouvel exploit. Elle passe son certificat de capacité pour conduire des voitures. À la même époque, Marie s'inscrit à l'université. En 1900, ça fait 20 ans que les femmes ont le droit d'aller à l'université en France. Elles représentent 3% des effectifs des étudiants alors qu'elles ont dépassé le nombre des hommes aujourd'hui. Marie obtient une licence de lettres, mais il semblerait qu'elle soit inscrite dans d'autres cursus, et notamment en médecine. Du moins, elle semble avoir acquis les bases nécessaires au métier d'infirmière. Comme elle dort très peu, 4 ou 5 heures par nuit, elle a le temps de compulser plusieurs matières et surtout de faire du sport. Dans les années 1900, elle s'attache à multiplier les records. Avec 34 médailles dans une multitude de sports différents, Marie Marvin est la sportive la plus titrée de France. Il serait fastidieux d'énumérer toutes ses victoires. Je vais seulement vous en raconter quelques-unes. En juillet 1906, elle traverse Paris à la nage en suivant le cours de la Seine. 12 km en 4 heures, 11 minutes et 23 secondes. Ce jour-là, elle arrive 15e et 3e si on ne prend en compte que les femmes. Dans les sports d'hiver, elle touche à tout. Ski, saut à ski, bobsleigh, patin à glace, là encore, elle se couvre de médailles. Elle est la première femme à escalader l'aiguille du Grépon près de Chamonix qui culmine à 3500 mètres. La presse la considère comme une pionnière de l'escalade, même si 2 femmes se sont déjà illustrées en grimpant au sommet du Mont Blanc avant elle. Les journalistes la surnomment la fiancée du danger. La sportive est une véritable star.
Une fois seulement, en 1908, elle se heurte à la misogynie d'un sport en plein développement, le vélo. Le Tour de France est créé en 1903 à l'occasion d'un coup publicitaire entre l'industrie du cycle et le journal L'Auto, désireux de tuer son concurrent intitulé « Le vélo ». À cette époque, il n'y a pas encore d'écurie de coureurs, les participants sont loin d'être des sportifs confirmés, ils trichent autant que possible et les règles changent tous les 4 matins. Mais il y a une règle qui est immuable. Les femmes ne participent pas au Tour de France. Face à ce refus, la réaction de Marie est aussi inattendue que spectaculaire. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Marie Marvin, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Marie Marvin, surnommée la fiancée du danger par la presse, est une star du sport dans les années 1900. En 1908, elle souhaite prendre le départ du Tour de France, mais on le lui interdit parce qu'elle est une femme. C'est bien la première fois qu'on lui oppose un non catégorique. Mais personne ne dit non à Marie Marvin. Épisode 2 : La fille de l'air. Nous sommes à Paris le 9 août 1908. Le 6e Tour de France est en train de s'achever. Sur les 114 cyclistes qui ont pris le départ le 13 juillet, seuls 36 sont arrivés au terme de la 14e et dernière étape. Marie Marvin est la 37e. Puisqu'on lui a refusé un départ de la course, elle a suivi le Tour de France en candidate libre en prenant le départ quelques minutes après le départ officiel. En arrivant au bout de la course, elle prouve que sa condition physique est bien supérieure aux 2/3 des coureurs masculins. Cette fois-là, la presse ne se bouscule pas pour la photographier. Mais il n'y a pas que les sports terrestres qui passionnent Marie. La conquête des airs est son plus grand bonheur. Marie Marvin n'est pas la première femme dans les airs, mais elle fait partie des pionnières. En 1901, elle fait son premier vol en ballon libre, c'est-à-dire en montgolfière, qui n'est pas retenu au sol par une longe comme les ballons captifs. Après ce baptême, elle obtient son brevet de pilote d'aérostat. Encore une fois, elle s'engage dans des concours et remporte des prix. Le journal L'Est républicain n'en finit plus de couvrir ses exploits. Le 26 octobre 1909, elle monte à bord de son ballon, l'Étoile filante, accompagnée du colonel Émile Garnier chargé de l'assister. Elle décolle du parc de la Pépinière de Nancy. Portée par les vents, l'équipage est poussé vers la Belgique et la Hollande. En arrivant vers les côtes de la mer du Nord, Marie remarque que les vents venant du continent peuvent lui permettre de gagner l'Angleterre. Dès 1785, le Français Jean-Pierre Blanchard et l'Américain John Jeffeys traversent la Manche. Ils sont partis de Douvres et sont arrivés à Boulogne-sur-Mer. Dans ce sens, les vents sont favorables. Dans l'autre sens, la traversée est réputée impossible. Comme les vents soufflent dans le bon sens, Marie demande à Émile s'il est prêt à tenter la traversée de l'impossible. La réponse est oui. Alors qu'il survole les eaux à plus de 2000 mètres d'altitude dans un panier tenu par un ballon d'air chaud, une tempête se déclenche. Les vents violents et la neige ballottent le ballon dans les airs. Il descend dangereusement. Marie lâche tout son lest. La nacelle frôle l'eau à plusieurs reprises. Les côtes anglaises sont en vue. Marie et Émile restent concentrés. Il faut tenir. À l'approche de la côte, le ballon remonte et arrive au-dessus de la terre ferme. Et il se prend dans les arbres. Marie est éjectée de la nacelle dont la course est arrêtée par la végétation. Bien qu'il fasse nuit après un voyage de 750 km qui a duré 14 heures, les journalistes sont mis au courant de leur exploit.
Les articles encensent Émile Garnier et son assistante. Marie s'empresse d'écrire aux journaux qui n'ont pas compris son aventure pour rétablir la vérité. L'étoile filante est son ballon et c'est Émile qui est son assistant. L'année suivante, en 1910, Marie Marvin est la 3e femme au monde à obtenir son brevet de pilotage. Elle pilote un monoplan Antoinette. C'est un petit avion avec une seule paire d'ailes. Le mois qui suit l'obtention de son brevet, elle bat un record, 53 minutes dans les airs. L'avion en est à ses balbutiements et beaucoup de pilotes meurent dans des accidents, mais la fiancée du danger est aussi intrépide que chanceuse. Le journal La vie au grand air fait sa une avec Marie. L'aviatrice est portée en triomphe par 6 aviateurs, tous des hommes. À travers mes recherches sur l'histoire des femmes, j'ai remarqué que les pionnières dans les domaines masculins, si elles sont boudées par quelques misogynes, trouvent souvent des alliés précieux chez les hommes qui admirent leur audace. De même, ce sont souvent les pères qui donnent le sens du défi et autorisent leurs filles à s'émanciper. Marie Marvin en est une preuve éclatante. En 1910, le docteur Duchossois, le fondateur de l'Association des Dames de la Croix-Rouge, lance un concours pour la création d'un avion-ambulance. Rappelez-vous, dans l'épisode 1, je vous disais que la France rêvait de reprendre l'Alsace et la Lorraine. En 1910, tout le monde sait que la guerre reviendra et on s'y prépare. Marie Marvin répond à l'appel du docteur Duchossois avec un ingénieur nommé Louis Béchereau. Ils imaginent un avion avec un compartiment horizontal situé sous le pilote où on pourrait allonger un blessé et l'évacuer du théâtre de guerre. Marie se lie avec un constructeur d'avions pour réaliser son rêve, mais il faut 36 000 francs pour financer le prototype. Elle se met à donner des conférences sur l'aviation pour réunir des fonds. Elle collecte plus de 20 000 francs, c'est insuffisant. En plus, son constructeur fait faillite. Son beau projet ne verra jamais le jour. D'ailleurs, le concours est abandonné parce qu'aucune loi internationale ne réglemente le transport aérien de blessés et que les avions sanitaires pourraient être pris pour des cibles. Les militaires commencent tout juste à envisager les avions comme un outil de renseignement et comme engin de mort pour larguer des bombes. Aucun consensus international pour créer l'aviation sanitaire n'est possible dans une Europe sur le point de basculer dans la Première Guerre mondiale. En 1914, les tensions qui parcouraient l'Europe explosent enfin. La première déflagration a lieu à Sarajevo. Un nationaliste serbe assassine le prince François-Ferdinand d'Autriche. L'Autriche-Hongrie entre alors en guerre avec la Serbie. Le jeu des alliances entre les pays alliés se met en place et un conflit généralisé éclate. C'est la Première Guerre mondiale. Dès 1914, Marie Marvin tente de se faire recruter comme aviatrice de guerre. Pour convaincre l'état-major, elle évoque les escadrons féminins russes qui volent avec l'assentiment du tsar Nicolas II. En attente d'une réponse officielle, on la laisse prendre part à 2 missions aériennes pour remplacer des aviateurs blessés. Et puis, la décision officielle tombe. Pas de femmes dans les rangs de l'armée. Les femmes ne peuvent avoir que 2 rôles sur le front, infirmières ou prostituées. Dans les 2 cas, elles sont au service des hommes. Marie doit participer à l'effort de guerre, c'est plus fort qu'elle. Elle s'engage comme infirmière auprès d'un chirurgien de Nancy. Plusieurs photographies témoignent de sa présence au plus près des lignes de front. Mais tout ça, c'est encore trop peu. Elle veut se battre avec les hommes, descendre dans les tranchées et sauver son pays. Alors, elle va faire l'impensable. C'est probablement au cours de l'année 1917 que Marie Marvin devient le soldat Beaulieu. Elle fait partie d'une poignée de femmes qui ont pris la décision de se travestir pour rejoindre l'infanterie. Ces femmes sont l'antithèse des hommes qui se sont travestis en femmes pour déserter sans encourir la cour martiale.
Marie intègre le 42e bataillon de chasseurs à pied, un bataillon de réserve rattaché à la 70e division d'infanterie qui participe notamment à la bataille de la Somme et au chemin des Dames. Marie Marvin revêt l'uniforme bleu horizon des soldats qui a remplacé en 1915 le manteau en drap de laine gris de fer bleuté et le pantalon Garance. Ces couleurs étaient celles des soldats élégants quand la guerre était encore une histoire de panache et les batailles frontales sur un temps court. Depuis 1914, la violence des nouvelles armes, comme les bombes et les gaz, ont changé l'art de la guerre. Il faut se faire discret. Le conflit s'enlise, les soldats s'enterrent dans les tranchées et vivent comme des rats dans la boue. Marie porte aussi un casque en métal qui la protège mieux des éclats d'obus que les képis d'autrefois. Son pactage comprend de quoi répondre à ses besoins quotidiens, toile de tente, réserve d'eau, cartouchière, ration alimentaire. Le pactage pèse entre 20 et 40 kilos. À cela s'ajoute un fusil Lebel, celui de l'armée française depuis une trentaine d'années. Marie aurait passé une 50aine de jours sur le front. On ne sait pas trop comment on découvre la supercherie parce que les témoignages sont divergents. Certains d'entre eux évoquent une blessure qui aurait permis de découvrir la supercherie, d'autres, une lettre d'un cousin qui aurait vendu la mèche. Quoi qu'il en soit, Marie est exfiltrée. La suite est sujette à caution. Elle aurait intégré, grâce au maréchal Foch, le 3e régiment de chasseurs alpins dans les Dolomites, en Italie, où elle aurait participé à l'évacuation des blessés en ski. En 1918, elle est décorée de la Croix de guerre, preuve que ses mérites ont été remarqués. À la fin de la guerre, Marie Marvin a 43 ans. Entre les 2 conflits mondiaux, elle travaille comme correspondante pour des journaux en zone de guerre. En Afrique du Nord, auprès de l'armée française, elle perfectionne un système de ski métallique pour aider au décollage des avions dans le désert. Elle sillonne aussi les États-Unis où elle est reçue en véritable star. Elle raconte sa vie et ses expériences dans des conférences et participe à des meetings aériens. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle s'engage à nouveau comme infirmière dans l'armée et aurait créé à cette occasion un point de suture. À l'issue de la guerre, elle est faite chevalier de la Légion d'honneur. En 1950, Marie Marvin a 75 ans. Elle tombe progressivement dans l'anonymat, même si elle reste une star locale à Nancy. Comme elle n'a jamais travaillé, elle ne bénéficie d'aucune retraite. Des gens qui l'ont connue ont témoigné de l'indigence dans laquelle elle était tombée. Pour gagner un peu d'argent, elle poursuit son activité d'infirmière et fait des piqûres à domicile malgré son grand âge. Elle est plutôt en bonne forme malgré les privations. Des amis l'invitent souvent à déjeuner le dimanche pour être sûre qu'elle aura un bon repas. Le maire la fait venir à tous les cocktails et remplit son cabas de sandwich pour lui permettre de manger à sa faim. Pour autant, Marie Marvin ne se laisse pas abattre et parfois, elle attire encore les caméras pour un exploit inédit. Pour ses 80 ans en 1955, l'armée américaine lui offre un nouveau baptême de l'air. L'octogénaire franchit le mur du son à bord d'un avion supersonique. 2 ans plus tard, les caméras viennent filmer son premier vol au manche d'un hélicoptère. Elle garde pour l'occasion une espièglerie d'enfants que les journalistes ont immortalisée sur leur pellicule. La fiancée du danger ne s'est jamais mariée. Elle achève sa vie seule dans un hospice de Nancy le 14 décembre 1963. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à Marie Marvin. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim et Camille Bichler est chargée de production.
Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au cœur de l'histoire. À bientôt!